Bonjour à tous, du coup. Bonjour, Bonjour. bonjour. Christophe, hello, salut. Donc, on est déjà une trentaine de participants. Bonjour Euh, Céline. Bonjour Céline. Je sais pas vous, mais moi ce matin, alors c'est vraiment icebreaker juste pour discuter un peu le temps que les gens arrivent petit à petit, mais moi c'était hyper dur ce matin, j'ai l'impression. Et souvent c'est quelque chose qui est assez, je sais pas, ambiant et tout, mais peut-être non. Et je sais pas, là, le temps, etc., si vous êtes à Paris, c'est assez Ouais. lourd, quoi. Ouais, ouais, mais il faut qu'il pleuve, hein. Il faut pas que se plaindre parce que nos agriculteurs, ils ont besoin d'eau. Et bah, on rentre, Ouais. voilà, Donc, exactement, tu ça me fait vois, une super transition. hein, on peut râler, mais on a besoin d'eau aussi. Donc, il faudra même plus de pluie là, c'est pas assez. En ce moment, il en faut plus. Ouais, non, il pleut pas, hein. On s'aperçoit pas, mais il pleut pas. C'est vrai qu'il pleut peu, ouais. Mm. Il fait pas beau, mais il pleut peu. Ouais, ouais. En termes de volume, même. Ouais, bon, bah, du coup, je m'enthousiasmerai plus la C'est prochaine ça. fois. Tu sais, il y avait des danses, voilà, pour appeler la pluie, mais en fait, on va retourner vers ça, hein. Ah, mais c'est Bon parce ben, qu'on est confiné qu'on danse plus, c'est pour ça, en fait. ouais, peut-être. Ça doit être pour s'allier. Alors, Du coup, on est quasiment une quarantaine de participants. Les gens se connectent petit à petit. Je vois des noms qu'on connaît. Alice mm, Béliard. Euh, c'est assez sympa de te revoir parmi nous. Salut. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous d'être présents. Je vois qu'il y a aussi une certaine Dominique de chez Goodid. Je crois que on la connaît aussi. Ah, il y a Carla aussi. Donc, ce sont des personnes qui travaillaient avec nous à un moment, ou qui étaient en stage ou quoi, et qui ont vogué vers d'autres aventures, mais qui nous suivent toujours. Ça fait toujours plaisir. Euh, il est 11h07. On attend encore un petit peu. Allez. En attendant, peut-être que on peut présenter les deux grandes organisatrices de l'événement déjà. Lydie. Salut à tous, moi je m'appelle Lydie, je suis en charge du fundraising et des partenariats associatifs chez Goodit depuis presque 4 ans maintenant et on a le plaisir d'organiser ce petit webinaire aujourd'hui pour échanger avec vous tous au sujet de la forêt et de la reforestation plus précisément. Et on a la chance aussi, comme dans C'est pas sorcier, d'avoir la petite voix. Oui, Claire, du coup, en stage chez Goodit en tant que chargée de projet. Et donc là, je suis modératrice pour ce webinaire. Top. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir petit à petit commencer. Il est 11h08. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Bon, on est parti. Eh ben, c'est allons-y. parti. Alors, dans ce cas, très bien. Bah, bonjour à tous. Enchanté. Du coup, comme vous pouvez le voir et comme vous avez lu la petite description de l'événement, on est vraiment très heureux de vous recevoir pour parler d'un thème qui nous tenait vraiment à cœur côté Goodid. Pour faire une petite introduction déjà, en guise d'intro, je dirais, je peux vous raconter un tout petit peu comment est née cette idée de lancer ce webinar, parce que Goodid, en fait, donc nous, on travaille à la fois entre le secteur de la publicité, des associations, on a une communauté de donateurs. L'environnement, l'écologie, c'est un sujet auquel on est très sensible dans l'équipe. Voilà, enfin, on en parle beaucoup. C'est un gros sujet des déjeuners, bon, feu déjeuner qu'on pouvait faire au bureau avant toutes ces choses qui nous sont arrivées entre-temps. Donc c'est un sujet auquel on est assez sensible. On a des gens plus ou moins radicaux même dans leur manière de voir l'écologie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus l'entreprise qui est... on finance des projets solidaires. Voilà, c'est vraiment notre vocation. Donc on a financé beaucoup de sujets liés à l'environnement, etc. Mais en plus de ça, du coup, on est au contact de plusieurs associations qui œuvrent sur ce sujet. Et à côté aussi des annonceurs et des entreprises qui veulent s'engager sur ces sujets. Et donc ce petit webinaire, on en a eu l'idée avec Charlotte. Il y a quelques mois, on a échangé sur le sujet. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme discussion, parce que souvent, au contact de nos assos partenaires, on découvre des choses incroyables. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager à la fois avec l'équipe Goodid, et puis après, je me suis dit aussi avec notre communauté, et puis finalement avec nos associations partenaires, et surtout avec nos annonceurs aussi, et les entreprises. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a plusieurs annonceurs ce matin avec nous. Et ça va être assez intéressant, parce que l'idée, c'est de parler d'impact, de vraie utilité d'engagement de la part des entreprises. Essayer de sortir, un constat qu'on a pu faire côté Goodit depuis, ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille entre les entreprises et les assos.
Et un constat qu'on a pu faire, c'est celui en fait, du pivot petit à petit au sein des entreprises, qui est celui où l'engagement était vraiment un sujet entre les mains un peu des directions RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Et petit à petit, au cours de ces années, on a vu que c'est passé de plus en plus entre les mains des directions de la communication, du marketing. Et finalement, c'est un super levier parce qu'il y a des côtés extrêmement positifs. On en parle beaucoup, ça évangélise beaucoup au sein des entreprises. Et en plus de ça, souvent, les directions de communication ont vraiment une influence, des degrés d'investissement, un levier de personnel aussi beaucoup plus fort parfois que les directions RSE. Mais il y a aussi quelques petites lacunes parce que les communicants sont des communicants, des gens qui font du marketing, ils sont experts de la com, mais est-ce qu'ils sont experts de l'engagement? Pas encore. Et ça va venir petit à petit. Mais néanmoins, aujourd'hui, il ne faut pas que les engagements des entreprises restent des intentions, restent des communications. Il faut vraiment que ça reste sur le terrain. Et on voulait prendre l'exemple du coup de la plantation d'arbres, de la reforestation, pour imaginer un peu tout ça. Donc, parler un petit peu voilà, de ces arbres, de tous ces claims parfois qu'on peut entendre, de voilà, si vous achetez mon produit, on plante un arbre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce que c'est l'intérêt de planter des arbres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet arbre soit vraiment efficace? Et est-ce qu'on peut parler de reforestation et d'impact sur le climat avec ce genre d'action? Et du coup, pour en parler, on a la chance d'avoir Charlotte, qui est vraiment top et qui est la directrice de l'association Cœur de Forêt. Je te laisse te présenter déjà peut-être pour que tout le monde sache qui on a avec nous. Merci Vincent, merci. Bonjour à tous. C'est un bel événement qu'on organise aujourd'hui parce que avec Vincent, on en a parlé il y a quelques mois. Et puis c'est vrai que c'est un sujet qui est très redondant et nous, on en parle un peu en vis-à-vis avec nos mécènes. Mais c'est un sujet, je pense, qui mérite vraiment d'être élargi. Et donc, on est ravis de vous avoir parmi nous pour pouvoir échanger sur le sujet. Qui on est? Alors moi, je suis Charlotte Mermes, je dirige l'association Cœur de Forêt. Ça fait près de 12 ans que je m'investis sur cette cause-là. Et donc, en 12 ans, on voit beaucoup de choses. On a vu aussi beaucoup de mentalités évoluer, même si c'est très, très lent, on voit quand même les choses évoluer positivement. Et au sein de Cœur de Forêt, on agit depuis 15 ans sur la préservation de la forêt. Et la préservation de la forêt, c'est un sujet qui est très, très vaste et qu'on a tendance aujourd'hui à restreindre à la reforestation. Donc, c'est pour ça que c'est un des enjeux, je pense, qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de parler de préservation des forêts et pas que de plantation d'arbres. Voilà, pour présenter Cœur de Forêt, donc, on agit aujourd'hui à l'international, on agit aussi en France, sur des contextes qui sont totalement différents. Et on pourra l'évoquer plus longuement, mais on travaille sur un accompagnement des petits producteurs, sur une agroforesterie, sur un développement de filières de commerce équitable. Et en parallèle, on travaille sur des modèles de plantation, de reforestation avec une gestion durable dans le temps pour faire en sorte qu'on préserve le patrimoine forestier et on puisse aussi lutter contre la déforestation. Donc, c'est très, très large et je pense que ça va être un des sujets qu'on va pouvoir aborder plus précisément pendant cette petite heure ensemble. Parfait. Du coup, vous pouvez poser des questions pour information. Du coup, il y a Lydie qui vérifie un petit peu toutes les questions qui seront posées, donc on pourra en retenir quelques-unes pour que Charlotte puisse y répondre aussi. Dans l'idée aussi, donc on va parler de la plantation d'arbres, mais on va y aller de manière un peu sinueuse. L'idée, c'est que ce soit une discussion, donc n'hésitez pas voilà, à poser vos questions et tout. On va y aller doucement pour essayer de voir le spectre assez large. On va prendre 30-40 minutes pour échanger. Donc voilà, je vous laisse vous accrocher parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Ça va être assez dense, j'espère en tout cas. Charlotte, un peu de pression du coup. Oui, je vois ça depuis tout à l'heure. Je plaisante. Mais du coup, juste pour faire un petit rebond par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour remonter un peu dans ce que tu viens de nous introduire, tu disais que voilà, l'engagement, il y en avait de plus en plus, on en parlait de plus en plus, mais c'était assez lent. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est assez lent? Est-ce que tu trouves que c'est assez lent? Parce que c'est vrai que surtout ces derniers mois, on n'arrête pas de dire qu'il y a une accélération de l'engagement des marques ou même de l'engagement en général. Est-ce que toi, tu le ressens depuis plusieurs années? Est-ce que tu trouves qu'il est assez rapide? Ou est-ce que c'est face à l'urgence qu'il n'est pas assez rapide? Oui, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, on a vraiment des chiffres scientifiques qui nous sont transmis par le GIEC et on sait qu'on a une urgence à agir parce qu'on a un changement climatique qui est en train d'avoir déjà des premières conséquences sur notre climat. Et en parallèle, on a aussi une perte de la biodiversité. Et c'est deux choses qui sont intimement liées, mais finalement qui sont aussi, qui ont des mécanismes de réponse qui vont être vraiment différents. Et aujourd'hui, on focalise beaucoup sur le carbone parce que c'est un outil qui parle aux entreprises et on focalise beaucoup moins sur la biodiversité. Et en fait, on peut avoir des projets carbone qui ont un mauvais impact sur la biodiversité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette double approche aujourd'hui. Et malheureusement, le changement climatique fragilise la biodiversité et on voit que les mesures qui sont prises
dernièrement sur la loi climat ne sont pas encore du tout à la hauteur de vraiment des conséquences qui arrivent, hein. On annonce encore des augmentations de 3%, des 3 degrés. 3 degrés, c'est voilà, c'est pas du tout suffisant. On table maintenant sur 1,5 degré, mais on sait déjà que ça va avoir des conséquences en termes de sécheresse, d'intensification. Donc c'est compliqué. Nous, on est optimistes, hein, de nature, donc on a envie d'y croire, mais il y a un énorme enjeu de réduction de nos émissions. Et ça, je pense qu'on n'en a pas conscience. Quand on voit justement les chiffres, clairement, aujourd'hui, on est à 350 millions de tonnes de CO2. On doit arriver en 2050 à 80. Ça veut dire qu'il faut réduire par 5 nos émissions de CO2. Et, et ça, je pense qu'une entreprise ou même un particulier a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire réduire par 5 ses émissions de CO2. Donc, soit on réduit par 5, soit on réduit la population par 5. Mais il y a un moment où c'est un peu, voilà, c'est compliqué de trancher en tout cas. Et alors, bon, il y a deux concepts assez intéressants. Déjà, le côté climat, émissions de carbone, réchauffement climatique, et à côté biodiversité. Biodiversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sauver. Là, j'ai Milou derrière moi, c'est le petit tigre, du coup, que vous pouvez voir dans mon fond d'écran. La biodiversité, c'est lui, du coup, ou c'est quoi? C'est les abeilles. Enfin, de quoi on parle quand on parle de biodiversité? Et en quoi est-ce qu'elle est importante pour nous et notre écosystème? Ah bah, la biodiversité, c'est tout le vivant qui nous entoure, hein. On parle de sixième extinction de masse, donc on est vraiment en train de perdre une grosse part de la biodiversité sur notre planète. Et la biodiversité, c'est effectivement les arbres, les essences d'arbres, mais c'est aussi le sol, les micro-organismes, la faune, la flore. Enfin, c'est vraiment très, très, très large. Et malheureusement, vu qu'on dégrade notre environnement, sans parler de carbone, vu qu'on dégrade notre environnement par notre activité humaine, on va causer cette perte de biodiversité. Et ça, c'est clairement dû à l'homme et à son activité, et à son rapport à la nature et sa domination sur la nature. Donc c'est ça la biodiversité, c'est vraiment tout peut-être ce qu'on ne voit pas forcément, hein, parce qu'on est auto-centré, mais on a un impact clairement sur cet ensemble de systèmes d'êtres vivants. Et on le voit avec le Covid, on parle beaucoup du Covid sur l'homme. Finalement, on a aussi un impact du Covid sur les autres espèces vivantes de la planète. On parle des bovins, voilà, on parle aussi d'autres espèces qui sont touchées par le Covid. Donc en fait, on centre toujours tout sur l'homme, alors que la biodiversité, elle est vraiment présente partout sur la planète. Justement, enfin, il y a pas mal de, je sais pas si vous avez vu, moi je regarde, enfin, sur les posts LinkedIn un peu classiques qu'on peut voir se diffuser régulièrement. Il y avait un peu la vague Covid. Je sais pas si vous avez vu le truc. Il y a la vague Covid, puis après il y a la vague, je crois, sociale, économique, et puis après il y a une vague qui est encore plus grosse et qui cette fois-ci parle du climat. Il y a une vague encore plus grosse et qui est énorme et qui va avaler toutes les autres, qui est celle de la biodiversité. Mais justement, moi, enfin, j'ai du mal à comprendre exactement de quoi on parle quand on parle d'effondrement de la biodiversité. C'est que les abeilles, du coup, vont pas polliniser. Ça veut dire que ça va avoir un impact, sur un déséquilibre total sur le climat ensuite et sur enfin, qu'est-ce que ça engendre et qu'est-ce qui nous fait peur. J'imagine que c'est pas perdre les dauphins. Enfin, j'imagine que c'est pas uniquement perdre les dauphins. En Euh, fait, oui, je vois ta question. En fait, il faut vraiment comprendre que on fait partie d'un ensemble et qu'on a des chaînes alimentaires. C'est vraiment le cycle de la vie, c'est des chaînes alimentaires. On se nourrit d'animaux, se nourrit de plantes, et les animaux, les plantes, voilà, se nourrissent toujours de nutriments qui sont issus de la dégradation d'un autre organisme. Et donc, en fait, si on casse et si on perd des éléments de cette chaîne-là, forcément, on déstabilise tout, et tous les pathogènes, tous les parasites qu'on voit, qu'on considère invasifs, ce sont souvent des espèces qui viennent d'une autre partie du monde, qu'on a malheureusement introduits dans notre écosystème et qui n'ont plus du tout leur écosystème. Donc eux deviennent de véritables on va dire boules puantes pour tout l'environnement, parce qu'ils vont écraser l'écosystème que nous, on a chez nous. Et donc le Covid est un très bon exemple. Il n'a pas de malheureusement, il est la personne qui pour aujourd'hui le freiner. Donc il se répand, il se répand, il se répand. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on arrive dans un écosystème, si on vient perturber cet écosystème, malheureusement, on va créer des conséquences sur l'ensemble du vivant. Et on sait que alors, voilà, les arbres, si on peut parler des arbres, vont avoir des impacts physiques ensuite sur les sols, donc des érosions, donc par exemple ensuite de l'eau qui va être polluée, des rizières qui vont être ensablées. Et donc, on a des effets cascades qui s'enchaînent sur du bioclimatique et sur du physique. et pourquoi, dans ce cas, on parle plus aujourd'hui on a vraiment une approche carbone?
même d'ailleurs, il y a d'autres types de gaz à effet de serre, mais on a quand même bien un spectre carboné aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus justement de cette biodiversité qui s'éteint ou des risques que ça peut engendrer, surtout le déséquilibre environnemental ou pour nous? Enfin, Mm. c'est un sujet qui est trop complexe ou c'est, enfin, c'est... Je pense que c'est un sujet qui est complexe et qui n'a pas de lien direct avec l'entreprise. C'est-à-dire que les indicateurs de biodiversité sont très compliqués parce que la biodiversité est très très large. Et donc, le carbone aujourd'hui est rentré comme un indicateur voilà, au niveau de l'entreprise où on peut faire un bilan carbone. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire un bilan biodiversité. Alors qu'une entreprise, voilà, alors ça dépend des services, mais on peut avoir une filière d'approvisionnement et on peut très bien imaginer que quand on a, voilà, on a une production d'élevage ou on a une production de soja, on a un impact forcément sur l'environnement, mais il y a des secteurs où c'est moins propice. Et donc, je pense que c'est vraiment aujourd'hui l'entreprise qui guide finalement aussi cet outil et cette communication autour des enjeux, alors que finalement, on devrait plus écouter les scientifiques, les porteurs de projets qui montrent aussi quelles sont les réelles conséquences au niveau de la biodiversité. Et on en parle de plus en plus de la biodiversité. Donc en fait, c'est notamment dans une optique un peu de résumé ou un problème un peu holistique et global et très complexe qui est imbriqué un petit peu dans tous les sens à une approche très quantitative. C'est-à-dire que le carbone, on peut le baisser, on peut se fixer des objectifs. C'est un indicateur qu'on peut suivre, une sorte de KPI en fait qu'on a un peu l'habitude d'ailleurs dessus dans les entreprises. Alors que la biodiversité, c'est vrai qu'on peut pas se dire, bon, on pourrait se dire, ok, il y a 1000 tigres en ce moment du Bengale, on veut l'objectif de passer à 2000. Mais c'est vrai que pour une entreprise française qui est, j'en sais rien, en Inde, elle a du mal à quantifier le truc, à voir son impact. C'est aussi dans cette approche, mais, euh, mais sur la partie, on peut aujourd'hui essayer de dire que le carbone a un impact sur la biodiversité directe, il a été chiffré, etc., ou c'est plus lié aux implantations de certaines externalités négatives ou de certaines populations, etc. Enfin, on sait un petit peu d'où vient l'impact sur cette biodiversité. Le lien, il n'est pas direct parce que le carbone, il a un impact climat. C'est-à-dire qu'il va jouer sur la fréquence des pluies, la fréquence vraiment de l'évolution de la température. Donc, ça va être quelque chose qui va être plutôt indirect que réellement direct où, en ayant plus de carbone, on va tuer le dauphin. Ce n'est pas du tout aussi direct. J'imagine. Ok, ça marche. N'hésitez pas à poser des questions aussi, du coup, parmi l'audience. Là, je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont commencé à être posées. Ça marche. Et du coup, pour revenir un petit peu à ce sujet carbone et à ce sujet de plantation d'arbres, il y a 1 an et quelques, on était parti avec 2 personnes de l'équipe, donc Jenny et Tristan, voir l'un de nos projets avec l'association WeForest qu'on finance aussi avec Odile. Et en fait, on a été assez bon, enfin, ça fait un peu illuminé de dire ça, mais on a vraiment été hyper interpellés par tout ce qu'on a vu sur place. C'était vraiment super comme voyage et comme découverte, parce que l'objectif, c'était vraiment de voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain, parce qu'on avait financé plusieurs dizaines de milliers de plantations d'arbres là-bas, mais on voulait voir ce qui se passait. Et c'est vrai qu'on a été un peu à la fois étonné très positivement par plein de choses, mais à la fois un peu choqué par d'autres. C'est vrai qu'on pouvait voir des parcelles de terrain avec une reforestation, les personnes sur place, l'association qui s'évertuait à planter des arbres, à reforester des zones d'ailleurs qui n'étaient pas des déserts à la base, hein, qui étaient des forêts déjà, mais qui essayaient de la relancer, de lui faire prendre plus d'espace. Donc c'était assez génial à voir et les gens étaient hyper convaincus et ils arrivaient à vraiment créer plein de synergies entre tous les acteurs locaux. Et à côté de ça, on avait des mines de pierre à littéralement 1000 mètres avec des feux de forêt qu'on a pu croiser la nuit réguliers parce qu'il y a une pression sur cette zone rurale qui est assez forte par l'accroissement de la population, etc. Mais aussi par des entreprises. On a vu des entreprises, pour ne pas les citer, Lafarge, qui avait des grosses mines aussi à côté, à littéralement 500 mètres, avec une grosse route qui passait là-bas. C'était la plus belle route de tout le Meghalaya, donc la région là-bas. Hein. Donc c'est assez fou en fait, parce que nous, on avait l'impression qu'on s'évertuait à financer plein de projets de plantation d'arbres. Et en fait, à côté, à littéralement une parcelle, il y avait une pression colossale sur la forêt, il n'y avait plus rien. Donc il y avait une belle forêt, mais entourée d'un futur désert. Et on s'est dit, mais enfin, je veux dire, nous, on se bat et l'association se bat et ils se battaient. Et vraiment, c'était magnifique à voir parce que ça devait être extrêmement dur pour eux de voir cette petite parcelle qui grandit petit à petit. Mais à côté de ça, plein de forêts qui se faisaient, enfin, voilà, qui se faisaient détruire petit à petit. Qu'est-ce qui est important dans ce type de projet? Comment est-ce qu'on fait, enfin, nous, notre point, vraiment, ce qu'on a pu remarquer et ce qu'on nous a rabâché pendant la semaine où on était là-bas, c'était vraiment, mais ce qui est important, c'est de sensibiliser les populations locales. C'est pas uniquement de planter des projets, enfin, de planter des arbres là-bas, ce qu'on disait vraiment, c'est sensibiliser pour éviter la déforestation. Est-ce que
Est-ce que c'est ça qu'il faut éviter? C'est déforester ou est-ce que c'est reforester? Est-ce qu'il faut faire les 2 en même temps? Tu vois? Enfin, quelle est la clé, quoi, pour éviter ce genre de Ouais. problème? Bah, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est, les causes de la déforestation et aujourd'hui l'ampleur de la déforestation. On sait qu'on a, je crois 13 millions d'hectares qui disparaissent chaque année, donc on sait que la déforestation, elle perdure. On sait que la déforestation, en plus, elle a des émissions, elle est responsable aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle beaucoup de reforestation, mais finalement, préserver l'existant, ça nous permet, aussi de lutter contre le changement climatique et c'est pour ça qu'en s'intéressant à ces causes de la déforestation, là, on le voit sur le schéma, c'est qu'en fait, on a 73 à 80 de la déforestation qui est liée à l'agriculture, et donc des activités agricoles humaines. Donc on sait que c'est effectivement l'homme qui est responsable, mais c'est l'agriculture, qui déforeste aujourd'hui, nos forêts. Et dans cette agriculture, on a, 40 qui sont issus de l'agro-industrie, donc c'est souvent là-dessus qu'on communique. On entend beaucoup parler du soja, on entend beaucoup parler de l'huile de palme qui sont voilà, des cultures qui ont un impact énorme, mais aussi assez ciblé sur le bassin voilà, amazonien au Brésil et l'Indonésie. Et on parle peu finalement d'une autre agriculture qui a un impact négatif, qui est l'agriculture, ce qu'on dit familiale, itinérante, de subsistance, et qui correspond en fait aux paysans, aux petits producteurs qui vont avoir uniquement des petites parcelles sur lesquelles ils vont cultiver pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir produire un peu aussi quelques produits de rente, mais ça reste une agriculture qui est vraiment très, très locale, mais en fait qui est très morcelée et qui épuise les sols parce que la technique utilisée est ce qu'on appelle l'abatis brûlis. Donc on va brûler une forêt, on va la convertir en parcelle agricole et on va l'exploiter. Et on va l'exploiter malheureusement d'une façon assez intensive. Et ensuite, une fois qu'elle sera dépourvue de matière organique dans le sol, on va de nouveau aller chercher plus loin une nouvelle forêt et la brûler. Et en fait, cette agriculture familiale, elle représente un tiers de la déforestation dans le monde, ce qui est énorme, et elle est d'autant plus importante dans certaines zones où, voilà, en Afrique par exemple, où en fait, on sait très bien que le chiffre est beaucoup plus important. Et donc, c'est là-dessus que je pense qu'il y a une urgence à travailler. C'est beaucoup plus difficile parce que là, on est à l'échelle familiale, on est à l'échelle de petites coopératives, mais c'est cet axe-là où il faut travailler avec ces producteurs pour arrêter la déforestation. Et c'est exactement nous ce qu'on a initié au sein de Cœur de Forêt, c'est de travailler sur l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aujourd'hui, si on voulait lutter contre la déforestation et préserver les forêts, on pourrait ne pas parler de forêt, mais parler que d'agriculture. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez travailler sur l'agriculture et en même temps préserver les forêts. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. On travaille sur l'agriculture et on travaille aussi sur les forêts. Donc on a associé, là on peut le voir sur le schéma, on a associé cette double activité pour pouvoir agir d'un côté sur la lutte contre la déforestation, où avec ces petits producteurs, on va les former à faire de l'agroforesterie, de l'agroécologie. Et on va aussi aller plus loin parce que c'est souvent ce qui manque aussi quand on appuie des producteurs, c'est d'aller plus loin sur le schéma, la chaîne de valeur. Quand on produit, on peut produire voilà, avec une culture qui est malheureusement aussi donc plus longue et aussi peut-être plus coûteuse à produire. Et donc, il faut qu'il y ait un marché en face. Et donc, nous, on travaille aussi sur cette réflexion de marché pour pouvoir apporter des circuits courts, une labellisation, par exemple, EcoCert, sur des huiles essentielles qu'on va produire à Madagascar. L'objectif, c'est aussi de remettre le producteur, le paysan, au centre du système de valeur et qu'il ne soit pas toujours le dernier maillon de la chaîne. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est assez fort et qu'on a du mal à mettre en avant parce que l'arbre, voilà, l'arbre centralise et focus l'attention, alors qu'en fait, la lutte contre la déforestation, c'est de la sensibilisation, c'est de l'appui aux producteurs, c'est de la lutte contre la pauvreté. Et en parallèle, on revient sur ensuite voilà, des actions de plantation d'arbres, des questions de gestion durable, des questions de gouvernance, des questions de foncier. C'est un vaste monde. Ah oui. euh, Mais c'est mais c'est fou dans ce que tu dis, en fait, même en France ou en Europe ou dans les pays occidentaux en général, on associe beaucoup l'écologie et l'aspect social. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été reproché beaucoup à la loi climat par les différentes forces contradictoires ou quoi. Mais l'idée, c'était vraiment souvent, en tout cas, d'invoquer le sujet du chômage ou l'impact social que pourraient avoir des lois liées à l'écologie assez contraignantes et plus fortes. Mais on l'oublie, en fait, que dans les pays parfois aussi en voie de développement, c'est aussi le cas. Et c'est vrai que c'est assez fou de voir, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on a pu constater aussi, c'est l'impact social sur place, en fait, de toutes ces mesures. Et avant même de parler d'environnement, d'écologie, de biodiversité ou quoi, comment ils font ces gens qui, du coup, ont besoin de revenus, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de se chauffer, donc ils ont besoin de bois, ils ont besoin de se nourrir, donc ils ont besoin de chauffer ce qu'ils mangent, donc ils ont besoin de charbon.
ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ils font des mines, ils font des carrières, et on ne peut pas leur reprocher. D'ailleurs, on l'a fait en Europe aussi à certains moments, on le fait toujours. Donc ils ont besoin d'avoir ces revenus, et c'est ceux qui payent le mieux, c'est des conditions de travail horribles. S'ils pouvaient faire autre chose, ils le feraient. Ils ont besoin d'utiliser comme nous du plastique, etc., etc. Donc, par contre, ils n'ont pas une aussi grande acculturation au sujet de déchets, etc. Donc, ça lance plus de feux de forêt, etc., etc. Enfin, mais comment on fait pour éviter, parce que tu parlais de projets d'agriculture, comment on fait pour leur donner des sources de revenus, en fait, qui ne sont pas liées justement à la déforestation ou quoi, parce que nous, on peut essayer de financer plein de projets d'arbres et plein de plantations, mais si derrière tout le reste, les 90% autour, ils sont déforestés, ce que je comprends qui est souvent le cas quand même, comment on fait pour essayer de leur donner justement, est-ce que vous avez des méthodes, des techniques pour leur apporter ces sources de revenus ou en tout cas avoir des complétions d'agriculture différentes, quoi. L'agroécologie, c'est vraiment aujourd'hui la solution qu'on peut développer sur les projets. Ce qui est complexe, c'est que forcément, dans chaque contexte, dans chaque pays, dans chaque système de production, on va avoir une réponse différente. Et il y a énormément de climats sur lesquels, même en France, hein, on voudrait passer à l'agroécologie, mais on ne sait pas encore comment faire, on ne sait pas encore quelles essences associer. L'agroécologie, pour peut-être repréciser pour tout le monde, c'est vraiment sur une même parcelle, associer des arbres, des arbustes, des plantes vivrières, et faire en sorte qu'on recrée un peu un agroforêt, à l'image un peu du cycle naturel des forêts, où les plantes vont s'entraider, vont maximiser un peu le rendement, maximiser l'espace, et donc le producteur va pouvoir avoir tout au long de l'année, tout au long des différentes années, rester sur sa même parcelle, mais avoir des revenus qui vont s'étaler dans le temps. Donc vous avez généralement des cultures courtes, donc des vivriers ou plantes aromatiques, et après petit à petit vous avez des arbres fruitiers, vous avez des arbres forestiers qui vont aussi compléter les revenus. Donc ça, c'est aujourd'hui vraiment une des solutions qu'il faut mettre en avant. Par contre, elle n'est pas simple. Donc, elle demande d'expérimenter, elle demande de tester avec les producteurs. Et donc, quand on veut financer finalement des activités de préservation des forêts, il faut accepter aussi de travailler sur ces questions-là, d'appui aux producteurs locaux pour qu'ils testent, pour qu'ils expérimentent aussi et pour qu'ils apprennent à petit mettre en place des nouveaux systèmes. On est sur des populations généralement qui sont très pauvres et qui n'ont aucun filet de sécurité. On est sur des niveaux de pauvreté. Donc, on ne peut pas demander aux producteurs, ah bah, allez-y, essaye de planter ci, tu verras dans 3-4 ans, peut-être que ça donnera des fruits. Non, il faut des filets de sécurité et c'est aussi là où les acteurs locaux doivent être là pour former, pour apporter quelques subventions s'il y a besoin pour pallier un peu les premiers mois. C'est tout ce modèle d'activité qui demande d'avoir une action pérenne dans le temps. Et donc, en fait, il faut que les projets ils se pérennisent dans le temps. On est sur des temps de culture de 5, 10, 15, 20 ans. Donc, c'est aussi ça qui peut être difficile à comprendre, c'est qu'on va vous dire, mais attendez, on vous finance depuis 3 ans, ça devrait être réglé cette histoire. C'est un peu plus long que ça à mettre en place. Et du coup, on peut dire qu'en partie, il est là, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, une bouteille d'eau achetée égale un arbre planté, c'est plus sexy que, OK, une bouteille d'eau achetée, euh, une population locale sensibilisée pendant 4 ans au danger de la déforestation, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu là la limite aussi de la communication et de l'envers aussi, de parfois, il faut garder vraiment cette vision d'impact, d'utilité sur le terrain avant un objet de marketing écologiste, limite pour certaines entreprises. On y reviendra un tout petit peu plus en détail après. Mais du coup, non, c'était assez clair en tout cas pour la partie agricole. Si je résume un petit peu, donc, selon les chiffres, 80% de la déforestation vient aujourd'hui de l'agriculture. Il y en a 2 tiers, non, ou un tiers qui viennent de l'agriculture familiale, disons. Donc des petites entreprises familiales ou des familles qui ont besoin de se nourrir et qui vont tirer leurs revenus de là. Et sur la partie agroécologie dont tu parlais, est-ce que vraiment c'est même en termes d'impact financier plus intéressant pour eux ou tu disais qu'il y avait quand même un temps, mais une fois que ce temps a été investi par cette famille, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Est-ce qu'il y a des objectifs qu'on peut leur donner, ou en tout cas, ou alors il vaut mieux qu'ils réfléchissent plus à court terme, et même financièrement, c'est plus attractif pour eux. Mm. La tendance en fait du court-termiste, elle va effectivement donner des rendements aux producteurs, mais souvent en fait ils vont faire des économies parce qu'ils vont pas amender, ils vont pas mettre de matière organique dans leur sol. Donc en fait ça va fonctionner, le court-termiste il va fonctionner sur 2-3 ans, sauf qu'en fait au bout d'un moment, les rendements ils vont baisser parce que forcément il n'y a plus rien à manger pour
pour les plantes. Et donc, on est forcément obligé d'avoir un coût plus important, surtout au début, pour que le nouvel écosystème se mette en place et qu'on n'ait plus besoin d'amener nous-mêmes de la matière organique, mais que ce soit les arbres qui, par exemple, leur feuillage ou leur branchage, enrichissent le sol. Donc, en fait, c'est compliqué, c'est cet investissement de départ qui aujourd'hui est nécessaire parce que les producteurs ne pourront pas le faire. Et en plus, la complexité là-dedans, c'est que j'imagine aussi, c'est ce qui se fait lorsque vous abordez chacun des projets. Vous avez une approche très différente en fonction du lieu, en fonction de la densité aussi de population, en fonction des habitudes, en fonction des cultures sociales, en fonction du type d'arbre, du type de forêt, du type de biodiversité. Il y avait un bouquin que j'avais lu il y a quelques temps qui était assez sympa de Esther Duflo, du coup, qui a été prix Nobel de l'économie récemment, il y a un an maintenant, notre super française, du coup, qui parle pas mal de ce sujet, justement, de la complexité des approches de la pauvreté, justement, un petit peu, et d'ailleurs radicalement différente en fonction des pays. Et souvent, on a l'impression, et en fait, dans ce que tu dis, ce qui est assez marrant et triste, entre guillemets, c'est qu'un peu comme pour le carbone, on a essayé de quantifier, je trouve, avec la plantation d'arbres, des problématiques qui sont extrêmement complexes, en fait, dans l'envers du décor. On a quantifié le carbone, c'est facile à quantifier, on se donne des objectifs, mais c'est vrai que la plantation d'arbres, c'est la même chose. On se donne un objectif de plantation de 10 000 arbres et c'est facile à communiquer. Mais c'est vrai que derrière, on ne se doute pas de tout l'impact social et de l'importance de la sensibilisation, de l'acculturation, notamment dans les gains de revenus des populations. Et c'est assez fou de voir tout ça derrière, quoi. Et est-ce que, pour reboucler, j'ai vu qu'il y avait une question un peu sur le sujet, est-ce que les points carbone, le marché du carbone, est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif justement sur cette question? Ou pas d'impact? Alors nous, on n'est pas très porté sur l'approche carbone, tu le sais, hein, on en a un peu discuté aussi. On n'est pas porté sur une équivalence carbone vraiment entre le bilan carbone de l'entreprise et la plantation d'arbres, parce que justement, elle peut biaiser. On l'évoquait au début, elle peut biaiser aussi les projets en disant on va faire du carbone parce qu'il y a un marché et qu'en fait, forcément, on ne va pas orienter le choix des espèces plantées en fonction de leur finalement impact sur les populations locales et sur la faune. On va l'orienter parce que c'est une espèce qui va capter du carbone. Donc on n'est pas réellement pour justement cette équivalence, d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle une problématique temporelle entre aujourd'hui la compensation carbone, comme on l'entend, de dire voilà, je fais mon bilan carbone, j'ai 1000 tonnes d'émissions résiduelles, et donc je vais compenser cette émission-là en plantant des arbres. Et les mécanismes aujourd'hui de calcul de plantation d'arbres, il s'étale sur à peu près 20 ans. Donc ça veut dire que vous avez émis à l'instant T 1000 tonnes et on va mettre finalement 20 ans à compenser, on va dire, à absorber ces 1000 tonnes. Et en fait, aujourd'hui, on voit que l'urgence, pour le coup, de la situation, elle permet pas d'avoir ce mécanisme-là de compensation. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de trop simpliste et on entend beaucoup parler de neutralité. Et ça, c'est aussi aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est très bien parce que l'ADEME a sorti un communiqué en avril dernier où justement ils ont spécifié qu'aucun acteur ne pouvait se revendiquer neutre en carbone. Parce que la neutralité carbone, elle n'est pas à l'échelle de l'entreprise, elle est à l'échelle planétaire ou étatique. Et ça, je trouve que c'est un message très fort. C'est que, en fait, aujourd'hui, si on compense nos émissions, c'est pas à l'échelle de l'entreprise, c'est pour avoir un impact collectif, pour pouvoir tous vivre sur la planète, parce que le climat, il est, il est finalement planétaire. Et donc, il y a toute une technique qui est mise en place aujourd'hui par le Carbone 4, la Net Zéro Initiative, qui permet vraiment de dissocier le bilan carbone et les réductions. Donc ça, je pense que c'est une des obligations aujourd'hui pour chaque entreprise, c'est d'aller dans cette direction-là. Et ensuite, d'avoir ce soutien, cette solidarité aussi internationale pour réduire les émissions de chacun et pour créer des puits de carbone. Et nous, voilà, on préfère avoir cette approche-là où on ne cherche pas finalement à dire j'ai compensé tant, on se dire qu'on va avoir son activité et on va vouloir contribuer. Et cette contribution, on peut aussi l'imaginer avec un pourcentage du chiffre d'affaires. On est membre du courant du 1% pour la planète, qui permet vraiment aussi de dire finalement chaque activité peut avoir un impact positif sur l'environnement et donc on reverse 1% du chiffre d'affaires et donc pas du bénéfice, du chiffre d'affaires. Donc nous, on préfère finalement fixer une équivalence qui ne va pas forcément être en lien avec ce carbone qui n'est pas directement une unité convertible facilement avec un arbre. Je ne sais pas Qui si ressemble c'est clair. finalement plus à une taxe carbone, du coup, le 1%. Ou en tout cas, qui Oui, fonctionnerait un peu plus comme une sorte de boom. ça pourrait, ça pourrait. Et ça marche. Et aussi aujourd'hui, enfin,
Ouais, sur ce sujet des points carbone, c'est assez fou parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs la majorité des entreprises, il y a des réglementations liées à ça qui sont obligées d'acheter des points carbone ou de compenser leurs émissions carbone à certaines hauteurs, du coup, pour pouvoir avoir certaines activités. Je crois que le prix du carbone est extrêmement bas depuis des décennies. Enfin, c'est ridicule. Effectivement, en plus, il y a un délai énorme entre le moment où on achète le point et le moment où vraiment en fait ça va être émis. Et en plus de ça, ça rend opaque toute la partie biodiversité. Enfin, on peut acheter plein de points carbone, mais créer une super parcelle, et puis autour que tout soit déforesté et que la biodiversité autour finalement soit détruite, que les populations locales soient absolument pas sensibilisées ou acculturées à des manières différentes de créer de l'agriculture ou quoi, et que dans 30 ans ou quoi, la forêt soit déforestée. Après, j'imagine, il y a des certifications, donc quand même, type RED, etc., qui peuvent garantir ces points, mais c'est trop léger aujourd'hui, ou ça peut être une réponse utile et efficace? C'est, il y a des certifications qui existent aujourd'hui et comme on dit, c'est toujours mieux que rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative aussi à développer? D'avoir justement beaucoup plus une approche holistique, d'avoir une approche projet, d'avoir une approche biodiversité, lutte contre la pauvreté et que le carbone puisse être un indicateur, parmi d'autres au sein de cette approche-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on sait que la communication, voilà, c'est aussi le nerf de la guerre aujourd'hui pour collecter des fonds. Donc c'est cette tendance-là où on simplifie à l'art, où on simplifie au carbone. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à collectivement sortir aussi de cette approche-là pour pouvoir avoir des indicateurs beaucoup plus globaux, même si, voilà, d'un point de vue de la com, on en discute de temps en temps avec Lydie, on dit, bon, il faut que ça soit plus punchy, bon, ok, mais c'est pas facile de rendre punchy un projet, forcément. Enfin, quand on est sur le terrain, on est vraiment face à de la pauvreté, on est face à voilà, des parcelles qui sont dégradées. On a envie de faire un travail bien fait et donc voilà, pour que ce soit bien fait, il faut qu'on ait des moyens pour avoir cette approche holistique. Et l'aspect marketing, bah, doit se caler aux approches projets. Enfin, Bien sûr. c'est notre souhait en tout cas. Pardon. Charlotte, on a une petite question. Je me permets d'intervenir de la part de Marine qui nous demande si on peut préciser ce que sont les points carbone. Les crédits carbone, sûrement. Les crédits carbone, c'est une unité. En fait, quand vous avez un arbre, quand il va pousser, il va stocker, voilà, il va y avoir un phénomène de photosynthèse et donc il va stocker du CO2, donc sous forme de carbone, dans sa partie lignifiée, donc son bois. Et donc, plus un arbre va pousser, normalement, plus il va capter de carbone. Et puis ensuite, ça va être une réserve, un stock de carbone, où il va pouvoir avoir cette quantité de carbone dans, dans son être. En fait, on quantifie les crédits carbone en fonction de ces quantités. Donc, en fait, c'est des rapports, hein, c'est des formules qui nous permettent d'évaluer en fonction des arbres, en fonction de la densité, de la dureté de l'arbre, en fonction de sa vitesse de croissance, son diamètre. On va avoir des formules allométriques qui vont nous permettre de connaître finalement le carbone contenu dans chaque arbre. Et donc, ensuite, on cumule cette fixation annuelle des carbones dans chaque arbre. Et donc, on sait qu'à l'hectare, voilà, on a compensé, enfin, on a absorbé 1 tonne, par exemple, de CO2. Voilà, c'est un peu l'idée du carbone. Ce qui est plus compliqué, c'est par exemple d'évaluer le carbone dans le sol. Et en fait, on sait que dans le sol, il y a beaucoup plus de carbone et qu'aujourd'hui, par exemple, les mécanismes certification ont du mal à prendre cette valeur aussi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours très, très flou, je trouve, de parler de carbone parce qu'on ne prend pas toujours non plus tout en compte. Et donc, voilà, on aimerait bien que le carbone puisse être une unité parmi d'autres. Je veux pas J'ai faire une de... Pardon, vas-y, Lydie. Vas-y. J'allais dire, j'ai une petite question, peut-être du point de vue aussi entreprise, et nous, on s'en rend compte chez Goodil. Aujourd'hui, un des enjeux un peu communication et marketing, c'est aussi de planter des arbres en France. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent versus le reste du monde. Du coup, 2 questions pour toi. Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les enjeux justement autour de la reforestation et de la biodiversité en France? Qu'est-ce que ça change par rapport au reste des pays? Et après, est-ce que tu peux aussi nous éclairer sur, selon toi, quelles sont les parties du monde, sur lesquelles on doit agir en priorité, par rapport justement à cette question qui revient, assez souvent? Ouais. C'est très intéressant parce que nous aussi, on est sollicité par de plus en plus de mécènes qui veulent planter en France. On a développé un projet en 2017 en France, donc voilà, on est vraiment rentré sur cette problématique, alors que pour nous, elle n'était pas du tout essentielle. Et puis finalement, le changement climatique crée aujourd'hui déjà un intérêt encore plus fort sur la forêt française. C'est un contexte qui est totalement différent parce qu'on n'est pas du tout dans le cas d'une déforestation.
la forêt française, voilà, elle grandit d'elle-même finalement. Donc en termes de volume, de surface, c'est un tiers du territoire. Donc ça reste quand même voilà, voilà, un élément qui se porte bien. Ce qui est plus délicat avec la forêt française, c'est qu'on le sait peu, mais elle appartient à 75% aux particuliers, à voilà, des particuliers comme vous et moi. Et donc, on a une succession qui s'est opérée au fil des générations et qui fait qu'aujourd'hui, on a une forêt qui est totalement morcelée et qui est très peu suivie, très peu entretenue, très peu gérée. Euh, on sait qu'avec le changement climatique qui arrive aujourd'hui, on va avoir des hausses de température, on va avoir des attaques de parasites, on va avoir énormément d'agressions qui font qu'en fait, aujourd'hui, ces forêts qui sont pour le moment un peu abandonnées, il va falloir quand même avoir un suivi pour éviter qu'il y ait par exemple des incendies. Donc il va falloir quand même que les propriétaires s'intéressent aussi à leur forêt. Et donc on a tout un enjeu qui est voilà, pas tourné autour de l'arbre, de la plantation d'arbres, on a plutôt un enjeu de préservation des forêts existantes pour pouvoir arriver à en faire une forêt qui soit gérée durablement. Donc on promeut beaucoup ce qu'on appelle la sylviculture irrégulière, qui est de maintenir une forêt sur pied avec voilà, toujours un couvert forestier, et on va pouvoir aller récolter des arbres au fur et à mesure, mais sans aller jusqu'à la coupe rase, qui aujourd'hui est un gros sujet et un gros débat. Donc nous, notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur les forêts existantes, d'aller mobiliser des petits propriétaires pour pouvoir aussi les sensibiliser. C'est 1 Français sur 20, c'est énorme en fait. Et donc c'est vraiment un sujet d'intérêt collectif qui fait que ce bien commun qu'on a en France, voilà, il faut aller vraiment faire de la mobilisation, de l'animation territoriale pour faire en sorte que cette forêt, elle puisse aussi générer de l'économie dans ces milieux ruraux et qu'elle puisse aussi déboucher sur des filières de circuits courts. On a des gros drames. Aujourd'hui, on sait qu'on coupe du chêne, on l'envoie en Chine, il revient transformé. Bon, on a une économie forestière qui est quand même voilà, assez lourde, et malheureusement, on n'a pas du tout assez investi pour faire en sorte qu'elle soit aussi propice à l'économie française. Donc, le sujet de la plantation d'arbres en France, il est il est vraiment limité à certains cas particuliers. On le voit, par exemple, voilà, il y a en ce moment l'épicéa, donc qui est voilà, qui a été très implanté en monoculture sur tout l'Est parisien, l'Est français. Et en fait, aujourd'hui, on a des milliers d'hectares qui sont déforestés. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de planter sur ces zones-là. On a des maladies par exemple sur du châtaignier en Île-de-France, donc qui font qu'aujourd'hui on est obligé en fait, parce que c'est des systèmes, des algues ou des microparasites qui font qu'on est obligé d'aller couper des arbres, donc d'en replanter derrière. Donc la plantation, voilà, elle est souvent quand même nécessaire dans certains cas très précis, mais on a quand même d'autres enjeux qui sont toujours plus larges, qui sont voilà, de préserver les forêts existantes. Donc on peut aider les forêts françaises en France, on peut planter un peu, mais on peut aussi beaucoup aider les forêts existantes pour faire en sorte qu'elles perdurent dans le temps aussi. Et tu avais une deuxième question, quelles sont les zones les prioritaires, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pour sensibiliser peut-être un peu les entreprises qui sont présentes. Ça, c'est une question qui est pas évidente parce que, alors, on sait qu'on a des zones qui sont prioritaires, les forêts tropicales. On sait que voilà, on a des zones avec des forêts primaires, donc ça, c'est vraiment des spots de biodiversité qui sont à préserver. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que la biodiversité, elle est partout et que finalement, dans chaque endroit, on a aussi voilà, des choses qui sont pas. On n'a pas un chimpanzé, donc voilà, le chimpanzé, par exemple, les grands mammifères, c'est des spots. Où on dit voilà, il faut qu'on préserve. En fait, on a plein de biodiversité qu'on ne connaît pas encore. Et donc, en fait, dans chaque endroit du monde, je pense qu'il y a quand même une biodiversité à préserver. Donc, c'est toujours difficile, je trouve, de limiter, son action sur un espace précis. Je pense qu'il faut vraiment avoir un projet qui soit pertinent sur le terrain, qui réponde à un besoin, qui soit réfléchi. Et ça sera déjà, voilà, je pense, une bonne action. Et du coup, est-ce que, je réfléchis comme ça, mais est-ce que, un des problèmes aujourd'hui des enjeux de déforestation, de biodiversité, c'est pas aussi le fait qu'on n'a pas la connaissance de la biodiversité, qui est juste à côté de nous? Est-ce que, par exemple, une des solutions, ça pourrait pas être, la sensibilisation dès le plus jeune âge? Qu'est-ce que tu penses, de ça? Ah bah, clairement, l'école à la forêt, enfin, les pays scandinaves le font. J'espère que l'un des impacts positifs du Covid sera peut-être ça aussi, c'est que nos enfants vont plus sortir. C'est un rapport à la nature qu'il faut qu'on change. C'est vraiment un positionnement de l'humain par rapport à notre environnement, un rapport au temps aussi, parce que
on a besoin d'avoir tout de suite, alors qu'en fait, quand on travaille avec le vivant, on sait que les choses se font dans le temps. On sait qu'il y a aussi des maladies qui arrivent et puis que la plante repart. Voilà, on a un rapport, je pense, au vivant qui est totalement différent quand on vit avec ce vivant-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut faire à l'école, mais c'est aussi ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, hein. C'est ce qu'on fait avec les propriétaires et les familles qu'on accompagne. C'est aussi voilà, leur expliquer les essences, leur expliquer le cycle de la forêt, le cycle naturel. Voilà, qu'une coupe, c'est aussi quelque chose qui peut être positif parce qu'on va créer un puits de lumière et on va permettre la régénération naturelle d'autres générations d'arbres. Donc, c'est tout un cycle du vivant et c'est toujours très, très source d'inspiration aussi pour soi-même. Donc, ça, c'est un des axes qui est plus complexe à expliquer d'un point de vue marketing, mais qui est très, très fort aussi. Comment on peut autant se tromper de problèmes? Tu nous parles, enfin, ton activité, c'est de planter des arbres avec Cœur de Forêt. Et tu nous parles de sensibilisation, d'éducation, d'acculturation, d'agriculture, de social, plus que de planter des arbres. Comment on peut autant passer à côté du truc, quoi? Enfin, nous, on passe pas à côté du truc, mais je pense que c'est une question justement d'éducation. On nous apprend à vraiment à ne pas connaître la complexité. La complexité fait peur, en fait. Donc, je pense qu'on a été formaté pendant notre jeunesse à avoir une solution simple. Et c'est vrai que dans notre schéma de partenariat, on propose à nos mécènes de parrainer en fait ce kit cœur de forêt où il y a la plantation d'un arbre, mais il y a la participation à ces activités. Et c'est vrai que c'est très compliqué, ça prend du temps à expliquer. Mais on a réussi à créer, je pense, avec cette unité de mesure, quelque chose de pédagogique voilà, qui permet à chacun d'associer ce qui lui fait vibrer aussi, parce que la plantation d'arbres, c'est quelque chose de très symbolique. On crée la vie, voilà, on sait que cet arbre-là, il va durer après notre humble vie. Donc c'est aussi un symbole qui est très fort et donc on ne peut pas dire il ne faut pas planter d'arbres, c'est pas possible. Mais par contre, il y a des enjeux sociétaux et des enjeux économiques qui sont très forts aussi pour permettre à cette forêt de pousser. Et ça, voilà, il faut que ça soit une question d'éducation, il faut qu'on en parle tranquillement, il faut qu'on comprenne l'approche holistique et puis il faut qu'on, nous aussi, en tant que porteurs de projet, on puisse avoir des indicateurs dans le temps qui montrent aussi l'impact des projets. C'est aussi ça qui est de plus en plus demandé, c'est bien de planter. Voilà, vous avez planté 1 million d'arbres, mais quel est l'impact qui perdure derrière? Est-ce que vous avez restauré des sols? Est-ce que la biodiversité est revenue? Donc ça, c'est aussi des réflexions qu'on mène en ce moment et qui vont prendre du temps, mais qui permettront aussi aux mécènes, aux bailleurs d'y voir un peu plus clair par rapport à l'impact concret de ce qu'ils auront financé. Parfait. On va bientôt, il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions du coup parmi l'audience. Pour info, ce sera aussi enregistré et retransmis sur TF1, France 2 et toutes les chaînes de télé, notamment un documentaire Netflix. Donc vous pourrez le revoir même autant de fois que vous voudrez. Mais juste quelques petits points de résumé et quelques petites questions encore juste pour finir. En fait, si on est une entreprise ou un annonceur, on a quand même un devoir, en tout cas avec Goody, nous, c'est ce qu'on s'est dit lorsqu'on a justement été sensibilisé à tous ces sujets, non pas de juste uniquement la plantation, mais tout ce qu'il y avait derrière. Je pense qu'on a un devoir notamment un peu plus philosophique, comme t'en parlais, de ne pas simplifier le sujet, d'essayer de le complexifier, ou en tout cas d'éduquer, de sensibiliser le grand public à pas juste voir un produit acheté, un implanté. Il faut aller plus loin. Il faut essayer de sensibiliser à ce qu'il y a derrière, s'intéresser même. Je pense que c'est un devoir en tant qu'équipe au sein des annonceurs ou au sein des entreprises. Lorsqu'on est dirigeant à la RSE ou lorsqu'on est dirigeant à la communication ou quoi, quelle que soit l'idée qu'il y a derrière et ce qu'on fait, d'être vraiment, je pense, engagé par les convictions qu'il y a derrière, l'utilité et l'impact social et environnemental avant tout, et après en faire un sujet marketing, mais pas partir du sujet marketing un peu écologiste, pour ensuite essayer de trouver l'action qu'il y a derrière qui correspondra le mieux. Je pense que ça devient vraiment indispensable. Nous, on a beaucoup d'annonceurs qui, en fait, sont un peu perdus parce qu'ils veulent agir. C'est des gens qui sont convaincus, c'est des gens qui ont des vrais idéaux et qui veulent bouger leur entreprise, mais qui, en fait, n'ont pas l'expertise et qui ne savent pas faire et qui ne savent pas par où commencer. On est un peu perdu, même là, lorsqu'on a une discussion comme ça d'1 heure sur le sujet, on a plein d'idées, on comprend plein de choses, mais on reste encore très peu sensibilisé à tout ça. Il y a tellement de choses encore à apprendre. Donc, on ne peut pas attendre que les communicants soient des experts sur ce sujet. Mais du coup, il est très important, en tout cas, d'avoir ce devoir d'au moins, lorsqu'on communique sur ce type d'engagement, d'acculturer, de sensibiliser aussi le grand public et de faire l'effort de bien comprendre ce qu'il y a derrière pour mettre en avant l'impact avant le marketing, quoi. En tout cas, je pense que c'est vraiment crucial. Tu parlais on a beaucoup parlé de stockage de CO2, de biodiversité.
Avec Godin, on est un peu entre, en tout cas au tout début, on peut nous voir un peu faisant partie de cette Startup Nation dont on ne défend pas le projet forcément, mais en tout cas, voilà, on est une petite équipe, on est une vingtaine, on a une forte croissance, on a envie de faire bouger les choses, etc. On a mis du temps à éclore aussi au début. Du coup, on entend beaucoup parler des nouvelles technologies de stockage de CO2, de Elon Musk qui va offrir une bourse de 100 millions de dollars pour inventer la nouvelle technologie qui va permettre de sauver le monde. On en pense quoi de tout ça? Moi, j'ai l'impression qu'on a la meilleure technologie entre les mains et qu'on ne l'utilise pas. Mais est-ce qu'il y a une technologie un peu révolutionnaire qui va nous sauver ou est-ce que c'est notre dernière chance finalement? Ou comment voir le truc, quoi? Je ne connais pas de meilleure technologie que l'arbre et que le vivant. Et je pense qu'au lieu de chercher des solutions à un problème qu'on a créé, on pourrait aussi directement résoudre le problème en arrêtant d'émettre autant, en arrêtant de détruire notre environnement. Et en fait, on crée toujours des solutions, mais en fait, on ne règle pas la question de fond. C'est toujours un peu cette problématique de cette tech qui veut nous emmener vers un futur, alors qu'en fait, la solution, elle est sous nos yeux. Et c'est juste qu'à un moment, il faut qu'on change de mécanismes et de modèles économiques. Comment on fait Au ça pour sujet. changer de modèle économique? Bah, je pense que comme tout le monde, voilà, je pense qu'il va falloir qu'on change, aussi nos habitudes. Le transport, c'est quelque chose qui impacte énormément. La consommation, la surconsommation, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus possible. Donc il faut qu'on raisonne notre consommation. On parle beaucoup, typiquement en lien avec la déforestation, mais on parle beaucoup de déforestation importée. Donc aujourd'hui, quand on consomme de la volaille, bah, finalement, si elle est nourrie au soja, on a déforesté en Amazonie. Les biocarburants aujourd'hui en France, on a une partie qui est composée d'huile de palme d'Indonésie. Donc il faut soit qu'on substitue effectivement ces matières premières, mais on sait très bien que l'huile de palme, si on la substitue, on va avoir un autre carnage écologique. Donc à un moment, il faut qu'on puisse aussi réduire tout simplement notre consommation et aller vers cette sobriété heureuse, hein. Et il va falloir qu'on y aille rapidement. Parce que oui, on dit qu'on est maintenant on infléchit, on est sur une baisse des émissions de CO2 depuis des années en France. C'est une bonne nouvelle, non? Tout à fait. Je crois que le jour du dépassement en France, il est aux alentours du début mai. Je crois il sera à peu près maintenant. Ça veut dire qu'en fait, si toute la planète consommait comme un Français, il faudrait près de 3 planètes pour pouvoir finalement subvenir à nos besoins. Donc on peut se satisfaire d'une baisse ou pas, mais en tout cas, on est encore très 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 loin finalement du compte, quoi. Il y a une problématique aussi d'exportation des émissions, parce qu'on produit beaucoup à l'étranger, du coup. Donc, effectivement, on peut se taire de ça en France, Mm. mais ça reste encore très limité. J'ai vu une dernière news, peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus. Est-ce que il y a quelque chose qui est sorti là, hier ou avant-hier sur l'Amazon qui, du coup, maintenant, enfin, les forêts amazoniennes, en fait, qui ne captent plus de CO2, en fait, elles en libèrent plus qu'elles n'en captent. C'est quoi ce phénomène et comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est très grave, hein. C'est en fait justement quand une forêt est normalement en bonne santé, on parle plutôt même d'ailleurs de neutralité de carbone parce que le cycle du vivant et le cycle de la mortalité finalement est bouclé, quoi. Alors que ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie, comme dans beaucoup de forêts, c'est le fait d'avoir agressé et d'avoir perturbé tout cet écosystème qui fait qu'en fait on l'a énormément fragilisé. Et donc ça veut dire que la forêt est en train de mourir et donc elle va relâcher plus de carbone qu'elle va réussir à en capter. Donc là, on est sur une pente qui est juste infernale. Donc j'espère que, ouais, bon, j'espère que c'est pas une, c'est une vraie, c'est une vraie c'est un vrai article scientifique, donc c'est vrai, mais c'est très très grave. Je pense qu'on a du mal à comprendre encore aujourd'hui ce qui va se passer. C'est-à-dire que si aujourd'hui nos forêts ne sont plus en capacité de même jouer ce rôle-là de puits de carbone, on n'a plus de solution. Clairement, on n'a plus de solution pour pouvoir capter nos émissions de CO2. Donc, quand on parle d'urgence, elle est là l'urgence. Parce qu'en fait, lorsqu'un arbre meurt, il libère le CO2. C'est ça notamment la problématique, c'est que lorsque les arbres meurent de la forêt amazonienne, ils libèrent aussi du CO2 et finalement, ce qu'elle arrive à stocker est moindre que ce qu'elle libère lorsque. Ok. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu disais Voilà. aussi que t'étais optimiste. Comment on fait pour rester optimiste dans tout ça, du coup? Parce que, parce que ça, c'est encore une fois juste avec la vision carbone. Et en fait, la plus grosse vague qu'il y a derrière, enfin, de ce qu'on comprend là aussi, c'est l'aspect social, mais aussi l'aspect et la complexité qu'il y a derrière liée à la biodiversité. Est-ce que cette biodiversité peut impacter? Je vois que là, on a perdu quelques participants, il faut rester optimiste, hein. L'idée, c'est de juste être réaliste concernant
la situation et justement, en étant réaliste, ne pas se donner l'illusion de faire des choses type planter des arbres alors que ça ne sert finalement. Alors, je dis pas que planter des arbres sert à rien, mais je veux dire, juste, la problématique est plus complexe et du coup, il faut qu'on ait ce devoir, je pense, d'être réaliste face à la situation. C'est comme ça qu'on arrivera à la gérer, justement. Et puis je pense qu'il faut investir massivement, enfin il faut vraiment financer des activités de préservation, de lutte contre la déforestation. En fait, les solutions, elles sont sous nos yeux, hein, mais c'est qu'il faut les mettre en œuvre et puis il faut que effectivement chaque personne soit responsable vis-à-vis de l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement. Les solutions, elles sont là, hein. C'est simple. Pour le coup, c'est simple. C'est ça qui est fou. On a une petite question de Céline Rostin, justement, sur la biodiversité. Donc elle nous demande, la reforestation est sur un délai long terme, mais concernant la reprise de la biodiversité, sous quel délai est-on capable de dire qu'elle reprend? Ça va être plus complexe à donner comme élément parce que chaque écosystème va être très différent. Donc j'aurais pas forcément d'éléments précis, mais on sait que la nature a une résilience qui est très forte. Ça, pour le coup, c'est vraiment les premières conclusions qu'on peut voir aujourd'hui, typiquement même en France, hein. On a arrêté les produits et pesticides en ville. Et en fait, on voit très vite revenir une biodiversité. Donc en fait, on sait que la nature, elle a une résilience qui est très très forte. Et donc c'est ça qui est aussi encourageant, c'est que si on arrête d'avoir cette agression envers elle, elle va avoir une capacité à vraiment se régénérer. Après, on aura perdu des espèces, et je pense qu'on les aura perdues à jamais, donc on aura perdu un patrimoine extraordinaire, mais on aura quand même voilà, une reprise et une évolution de cette nature dans le temps. Donc c'est ça qui est encourageant, c'est qu'en fait, voilà, on a vraiment des végétaux qui sont extraordinaires et qui ont une capacité d'adaptation qui est au-dessus de tout ce qu'on peut nous imaginer en tant qu'être humain. Je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour, mais néanmoins, on commence à être pris un petit peu par le temps. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on pourra laisser quelques contacts, comme ça, on pourra continuer à échanger avec vous si vous avez besoin. Lydie, je crois qu'on a fait le tour, non, sur les questions, on n'a pas ou Oui, tout à fait. ça roule. En tout cas, Charlotte, est-ce que tu veux rajouter quelque chose comme mot de la fin? Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Merci à tous. L'objectif, c'est quand même de rester optimiste et on le voit dans chaque acteur qui agit à son échelle voit toujours cette pointe d'espoir. Donc c'est aussi ça qui nous anime. Donc voilà, il faut passer à l'action, il faut dépasser les mots et agir. Donc voilà, bon courage à tous. Merci à tous en tout cas. Et merci d'avoir organisé, Lydie, ce webinaire parce que voilà, c'était important et on l'a mené comme il faut, j'espère. Et que voilà, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter par vous ou par nous directement. On est disposé à répondre à tout. Trop bien. Merci beaucoup, Charlotte. Et moi, j'ai toujours été aussi intéressé que lors de notre premier échange. Donc, sincèrement, c'est que j'espère en tout cas que les autres aussi participants ont apprécié. Tout le monde dit, en tout cas, là, dans les commentaires, très intéressant, super, c'est super intéressant. L'association, du coup, de Charlotte, c'est l'association Cœur de Forêt. On remettra Oui. le message. Voilà. N'hésitez pas aussi, évidemment, c'est une association. Ce qui l'aide le plus, comme toujours aussi, c'est le financement. Donc, n'hésitez pas à faire des dons ou quoi. Et puis aussi à continuer sur Goodid, évidemment, à l'occasion. Pour les annonceurs, voilà, je dirais l'intention, faut qu'elle dépasse, voilà, l'action, faut qu'elle dépasse l'attention plutôt. Et puis voilà, en tout cas, on a été ravis de faire ce petit webinaire. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis merci, Lydie et Claire, pour le regard. Merci. Merci à tous d'avoir Merci à participé. tous.